J'accueille maintenant notre première conférencière. Elle va nous parler, ma chère Dominique, de humuséum, qui va revenir vraiment à la racine des choses. Et on est vraiment très heureux de t'accueillir. Je vais parler avec un diaporama. Alors, mais je dis d'abord un grand bonjour à tous et j'étais contente d'entendre tous ces témoignages là ce matin. Donc, humuséum, que pouvons-nous comprendre de la Terre pour prendre soin de notre Terre intérieure? Quand j'ai donné ce titre, après je me suis dit, mon Dieu, de quoi vais-je parler? Alors, humuséum, vous voyez déjà en voyant, en écoutant ces deux termes, que la racine est la même. Et donc, je vais montrer finalement combien l'humus est indispensable à l'homme et aussi combien l'homme est indispensable à la nature. Alors, je rappelle cette approche quadripartite qui nous est chère en naturo, avec le minéral, donc, qui a comme support la terre et qui correspond à notre corps physique, juste un petit rappel rapide. Le végétal qui a comme support l'eau et qui correspond à notre corps vital. Et puis l'animal qui a comme support l'air, qui correspond à notre corps mental, émotionnel. Et puis l'homme qui a comme support la lumière, la chaleur et qui correspond à notre dimension spirituelle. Je reviendrai sur ces 4 triangles à différents moments au cours de ma conférence. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vais vous montrer que, en fait, dans l'humus et dans notre terre intérieure, c'est-à-dire notre milieu intestinal, eh bien, il y a le même principe, c'est-à-dire une dégradation des nutriments grâce à des micro-organismes. Et là, il y a quelque chose de, je dirais, d'assez finalement assez étonnant, c'est-à-dire que au niveau de l'humus, eh bien, il y a une dégradation des matières organiques fraîches, des débris végétaux, des cadavres même d'animaux, de déjections, etc. Et donc tout ça se fait sous l'action des micro-organismes et en fait on va s'apercevoir que au niveau de notre milieu intérieur, eh bien on va avoir la dégradation de ces aliments, de ces plantes qui viennent de la terre, qui ont été nourries par l'humus. Et donc nous, au niveau de notre terre intérieure, au niveau de notre terrain, eh bien nous allons dégrader tout ce que la terre nous a apporté avec des micro-organismes. Et là, on est un petit peu dans un cercle, je dirais vicieux, mais en fait, c'est un système qui revient, à savoir que les excréments, les éliminations de tous les mammifères dont nous faisons partie, en fait, reviennent à la Terre. La Terre va, au niveau de l'humus, à nouveau transformer ces éliminations, ces excréments, etc., qui vont nourrir la plante. Donc, on est vraiment dans une dépendance totale. Alors, on s'aperçoit qu'il y a ce sont deux écosystèmes, l'humus et notre terre intérieure, et que la vie va dépendre de 3 facteurs, l'équilibre des habitants, la santé de l'autre et la vie du milieu. Et on va retrouver ça au niveau de l'humus et on va retrouver ça au niveau de notre milieu intestinal. Alors, l'humus n'est pas une substance, mais un tissu qui vit et dont vivent les plantes. Ça, c'est une citation d'un médecin allemand qui était gynécologue et qui, dans la première partie du XXe siècle, a beaucoup œuvré pour former les personnes à cultiver la terre autrement. Donc, il était médecin. Et donc, lorsqu'on regarde l'humus, on va s'apercevoir qu'il y a une litière, une zone de décomposition, si je commence par le haut, une zone de décomposition aérobie, ensuite une zone de décomposition anaérobie avec la rhizosphère. Et c'est là où les racines des plantes vont venir se nourrir pour pouvoir contribuer à la croissance du végétal. En dessous, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une couche minérale et puis la roche. Voilà ce que l'on voit sur le schéma que je vous ai mis.
Alors, si je viens maintenant vers l'intestin humain, une petite révision, je vais dire, pour vous tous qui avez déjà, et pour nous tous en tant que naturopathes. Alors, le microbiote de l'intestin, eh bien, ce microbiote, il est fait d'une flore dominante, anaérobie, qui est stricte. On va penser au lactobacille, au bifidobacterium. Et puis, une flore sous-dominante mixte avec des Escherichia coli, des streptocoques, des entérocoques. Et puis, on a une troisième flore qui est une flore de passage fluctuante et qui a tendance d'ailleurs bien souvent à semer la zizanie avec des staphylocoques, des levures comme le candida, l'entérobactère, les proteus, les pseudomonas, etc. Alors voilà pour le microbiote. Maintenant, les fonctions de l'intestin, qui comprend quand même deux parties, l'intestin grêle et le côlon. Eh bien, l'intestin grêle, il a pour fonction de finir les digestions, de réduire la cellulose, d'assurer l'assimilation. Et c'est ça, je dirais, sa fonction presque la plus importante, et de permettre la progression du chyle. Le chyle étant ce liquide, on pourrait dire, qui est issu de la digestion et qui contient tous les nutriments et qui, à un moment donné, va donner, si vous voulez, tous ces nutriments à travers la muqueuse intestinale pour pouvoir nourrir nos cellules. Au niveau du côlon, alors, dans les fonctions, on va penser à l'absorption de la vitamine K2, mais surtout à la collecte des résidus et des poisons, et surtout l'élimination des déchets. Mais en fait, ces deux intestins, ils ont en commun la capacité ou la fonction de produire des vitamines et d'assurer finalement notre immunité. Et en même temps, il y a une condition pour que tout cela, pour que cette fonction arrive à terme, ça va être, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a, voilà, il y a quelque chose qui est apparu. Attendez, il faut que j'ai quelque chose qui me gêne là. Voilà, j'y reviens sur mon diaporama. Voilà. Je suis obligée, voilà, de tout relancer sur cette diapo. Donc, l'imperméabilité de la muqueuse intestinale qui vraiment est la condition pour que justement notre terre intérieure puisse assurer notre immunité, c'est-à-dire au niveau de la muqueuse intestinale, de laisser passer tous les nutriments et de bloquer l'accès des déchets, des substances indésirables, de médicaments, etc. Maintenant, si je reviens dans la comparaison entre l'humus de la terre et l'intestin de l'homme, on pourrait dire qu'il y a 4 étapes qui sont comparables. Donc, une première étape qui est la mastication. Alors, cette mastication, en fait, au niveau de la terre, elle se fait grâce aux rongeurs, grâce aux insectes, et finalement, nous, à notre niveau, dans la bouche, elle se fait grâce aux dents. Le malaxage va être favorisé par tous les mollusques, les vers de terre qui vont remuer l'humus. Et nous, ça va être le mouvement et le péristaltisme qui vont assurer ce malaxage. Une troisième étape, c'est celle de la transformation. Alors, la transformation au niveau de la terre, au niveau de l'humus, va se faire grâce aux bactéries, grâce aux algues, aux champignons, et chez l'être humain, grâce aux bactéries saprophytes. Et puis, il y a une dernière étape, la fermentation, la digestion, et qui fait que nous avons l'humus qui va être prêt pour nourrir les plantes, et puis le chyle qui va permettre la nourriture de nos cellules. Et normalement, si ces 4 étapes se sont passées correctement, eh bien, on pourrait dire qu'au niveau de l'humus comme au niveau de l'intestin, il y a une bonne odeur, il y a une nourriture riche en oligoéléments, en minéraux, et qui va permettre donc la nourriture de la vie, tout simplement. Donc voilà, le végétal et l'homme vont être nourris. Je rappellerai quand même volontiers une citation de Catherine Kousmine
qui nous disait entre notre corps et le contenu de notre tube digestif, entre une plante et le sol qui la nourrit, eh bien, il y a un même rapport fondamental qui existe. Alors, cet humus de la terre et ses intestins, ils vont, je dirais, ils vont être l'objet d'observations. D'une part, nous allons voir en quoi ils sont une nécessité. Nous allons constater ce qui se passe actuellement, quelles sont les pratiques qui font usage et quelles sont les causes principales. Alors, au niveau de l'humus, on pourrait dire que la nécessité, c'est d'avoir une couverture végétale variée pour venir nourrir justement les plantes. On va constater qu'avec l'agriculture intensive, l'humus bien souvent est décollé, mais j'ai pu observer cela aussi dans des jardins où on bêche beaucoup trop, on remue beaucoup trop la terre, l'humus se retrouve enfoui à l'intérieur et il n'y a pas cette, je dirais, cette géographie, si je puis dire, naturelle. On va s'apercevoir aussi que bien souvent les sols sont stérilisés. Et on finit par avoir une terre qui est complètement pauvre. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un de mes beaux-frères qui était agriculteur dans la région de Compiègne, donc dans des régions où l'agriculture conventionnelle est ultra développée, et il me disait, et pour lui c'était complètement normal de faire ce constat, mais le sol, la terre est pauvre, elle ne contient plus rien. Et il me disait, regarde, les graines que l'on sème, eh bien, regarde, elles sont entourées de nutriments, d'oligo-éléments, etc., parce que la terre ne peut plus apporter cela. Et pour lui, ben, c'était normal. Alors, dans les pratiques, il y a aussi cette semelle de labour qui est complète, qui écrase le sol, qui écrase l'humus. Regardez comment, promenez-vous dans les champs, regardez comment est la terre après un labour, regardez la taille des pneus, des tracteurs, des engins qui vont dans les champs et qui écrasent complètement tout. Et puis, il y a aussi la destruction des talus. La destruction des talus qui fait que le vent, l'air n'est plus du tout arrêté par les arbres, les arbustes, et ce qui fait que les sols sont balayés. Et puis, les eaux n'ont plus le temps de pénétrer correctement et il y a un ruissellement important. Et puis, tous les engrais chimiques, voilà ce qu'on peut observer dans les pratiques. Alors, les causes, bien sûr, il y a une agriculture intensive et une obsession qui est celle du rendement. Donc, on ne va pas essayer de réfléchir à comment nourrir l'homme de la façon la plus juste possible, mais voilà, quel rendement? Est-ce que cette façon de cultiver va optimiser le rendement? Maintenant, qu'est-ce qu'on va observer au niveau de notre terre intérieure? Eh bien, il y a nécessité d'avoir une alimentation variée, riche en végétaux. Qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien, chez la plupart, enfin pas la plupart, je ne devrais pas dire ça, mais chez beaucoup quand même de clients que j'ai pu recevoir en consultation, je me suis aperçue que la muqueuse intestinale était devenue poreuse. Il y avait beaucoup de putréfaction intestinale, de fermentation, et puis le microbiote était déséquilibré. Donc, quelles sont les pratiques communes? Eh bien, on s'aperçoit qu'on retrouve les herbicides, les pesticides dans notre alimentation, qu'il y a en plus dans l'élaboration des aliments beaucoup de conservateurs. Et puis, dans nos cuisines, on peut observer aussi que bien souvent, les cuissons sont loin d'être idéales. On a des cuissons avec beaucoup de graisse cuite, on a des cuissons avec des cocottes minutes, etc., avec des températures très élevées. Donc, en fait, on peut vraiment toujours s'apercevoir qu'il y a une comparaison à faire entre ce qui se passe au niveau de la terre et puis ce qui va se passer ensuite au niveau de l'intestin. Et dans les causes multiples, eh bien, nous avons une alimentation dénaturée. Et puis, si au niveau de la terre, il y a une obsession du rendement,
je dirais qu'au niveau de nos assiettes, de nos repas, eh bien, l'obsession, c'est qu'il faut que le repas soit rapide. Il faut que tout soit pratique, alors pensez à toutes les fast-foods, et plus les choses sont préparées à l'avance, et moins on passera de temps à table, ce qui veut dire aussi moins on mastiquera, etc., moins on prendra conscience de ce que l'on a dans son assiette, moins on aura le plaisir aussi de regarder ce que l'on a dans son assiette, eh bien, mieux ce sera quelque part. Donc voilà cette comparaison que j'ai eu envie de construire au niveau de l'humus et au niveau des intestins. Donc derrière tout ça, on sait qu'on a un monopole pétrochimique qui est très important, qui va entraîner la pollution de l'eau et du sol, en conséquence la destruction des micro-organismes, et ça, nous, on le récupère complètement au niveau de notre terre intérieure et au niveau cellulaire avec la perte de l'immunité. Maintenant, j'avais envie quand même de revenir dans le passé, dans l'histoire de la naturopathie et de partager avec vous un petit peu de littérature justement pour notre terre intérieure. Alors, j'ai procédé de façon un petit peu chronologique. Eh bien, j'avais envie de parler de Rudolf Preuss avec sa fameuse cure. Alors, Rudolf Preuss, vous ai mis ses dates, 1899-1990. Hein. Donc, il est né vraiment à la fin du 19e, il a œuvré pendant tout le 20e siècle avec sa fameuse cure et il proposait aussi des jeûnes pour guérir. Alors, il avait toujours associé les jus de légumes et les infusions de plantes. Et pour lui, c'était une condition que l'absorption se fasse par des petites quantités de jus et l'absorption des tisanes pour entraîner un phénomène d'insalivation et ménager les organes de la digestion. Et Preuss, déjà à son époque, disait ceci, c'est-à-dire n'entreprenez la cure que lorsque vous vous sentirez fort. N'exagérez pas le jeûne au point de voir apparaître des signes de faiblesse. Soyez à l'écoute de votre corps et il vous donnera des indications. Et j'aime bien toujours cette mise en garde qu'il faisait parce que ça rejoint notre préoccupation. Est-ce qu'il y a suffisamment de vitalité pour que la personne puisse jeûner ou faire cette fameuse cure de jus de légumes, la plupart du temps lacto-fermenté, mais pas toujours. Et vous voyez sur la couverture de son livre, il avait travaillé, il avait soigné le cancer, des rhumatismes, la fatigue chronique, etc. Mais avec toujours cette première intention, eh bien, on va apporter le moins d'aliments possible au niveau de l'appareil digestif pour le mettre au repos et pour qu'il se répare. Maintenant, quelqu'un dont vous avez peut-être moins entendu parler, toujours le début du XXe, c'est Johannes Kuhl, à ne pas confondre avec Louis Kuhn, hein, et Charles dem Krebs, ça veut dire échec au cancer. Et j'aime bien aimer toujours ce titre qu'il a donné à son livre, parce que c'est pas je fais la guerre contre le cancer. Johannes Kuhl était quelqu'un qui prônait la prévention. Et dans ce titre, échec au cancer, c'était vraiment comment on peut prévenir en fait le cancer. Alors, il utilisait aussi beaucoup de, je ne sais plus si je l'ai noté, oui, la lactofermentation à base de plantes, de légumes, mais il faisait faire aussi le pain moisi. Donc, la moisissure, il utilisait les moisissures pour rééquilibrer le microbiote intestinal. Et alors, cette citation-là en allemand veut dire simplement « le semblable va être guéri par le semblable ». Voilà, l'approche de Johannes Kuhl. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher quand même de parler de Catherine Kousmine, que j'ai déjà évoquée. Donc toujours, vous voyez, ce sont des gens qui sont nés au tout début du XXe siècle. Et dans son premier livre, Sauvez votre corps, eh bien, elle montre et elle dit que la santé commence dans l'intestin. Alors, on sait que Catherine Kousmine a beaucoup prôné l'hydrothérapie du côlon et qu'elle a réintégré vraiment la santé alimentaire, si je puis dire, en particulier les graisses polyinsaturées. Et j'ai assisté je n'ai pas assisté en live, mais j'ai eu en main le film de sa dernière conférence.
Et dans cette dernière conférence, elle faisait un schéma au tableau. Alors, elle était vraiment très âgée, c'était, je crois, dans les années 90. Et elle faisait un schéma que j'ai essayé de vous reproduire là sur l'ordinateur parce que je le trouvais très parlant. Donc ça, essayez d'imaginer, c'est un ventre. Au milieu, le petit rond, c'est le nombril et autour, c'est l'intestin. Et donc, voilà le schéma qu'elle faisait sur son tableau. Et elle disait, voilà, on a un foie et tous les nutriments, mais aussi les déchets qui passent la barrière intestinale, la muqueuse intestinale, arrivent au foie par le biais de la veine porte. Et le foie, disait-elle, s'il a pour rôle de distribuer, de répartir un certain nombre de nutriments, eh bien, il fait la même chose avec les déchets parce qu'à un certain moment, il y en a trop. Et alors, voilà ce qu'elle représentait. Elle disait, les déchets peuvent partir sur un sein. Et à ce moment-là, ça fait un cancer du sein. Les déchets peuvent être envoyés par le foie sur un genou. Et à ce moment-là, on va avoir une polyarthrite du genou. Et puis, ça peut partir sur les membranes des nerfs et ça va faire à ce moment-là une sclérose en plaques. Voilà la façon dont elle faisait ses conférences, qui sont quand même très, très parlantes pour nous en tant que naturopathes. Et puis, on avance un petit peu dans le temps, il y a eu James D'Adamo aux États-Unis qui a qui a élaboré un régime pour maigrir. Et James D'Adamo a été connu par sa référence au groupe sanguin. Et alors, il disait ceci, l'homme a les enzymes pour digérer certains aliments et pas les autres. James D'Adamo a transmis son savoir à son fils, Peter D'Adamo, et ils ont publié ce livre, 4 groupes sanguins, 4 régimes. J'ai trouvé que dans ma pratique, lorsque j'ai découvert ce livre et lorsque je demandais à mes clients de quel groupe sanguin ils étaient, sans en faire quelque chose de systématique, eh bien, je trouvais qu'il y avait une cohérence et que finalement, si je respectais cela, eh bien, il y avait une hygiène intestinale qui se réinstallait beaucoup plus facilement. Donc, le groupe O, c'était les chasseurs-cueilleurs, donc ils mangeaient des végétaux, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient un peu de poisson, j'aurais pu rajouter pêcheurs aussi. Le groupe sanguin A, eh bien, il est apparu à l'époque où l'humanité commençait à cultiver des céréales, donc à pouvoir les intégrer dans l'alimentation. Le groupe sanguin B, le nomade, il a commencé à capturer les animaux sauvages et à les traire, et c'est là que sont apparus les produits laitiers. Et puis, le groupe sanguin AB, on l'appelle le caméléon parce qu'il peut manger un petit peu de tout, mais avec déjà un système digestif plus fragile. Donc, tout cela, ça s'est installé un petit peu dans le temps progressivement, sachant que le groupe sanguin AB est un groupe qui est très récent, parce que je crois qu'il date de l'an 600 ou 700 après Jésus-Christ. On continue, et puis il y a Seignalé. Seignalé, donc le docteur Seignalé, qui lui a œuvré à Montpellier, qui a écrit un livre, L'alimentation ou la troisième médecine, et qui a hérité en fait du travail de ses prédécesseurs. Il a beaucoup évoqué le travail de Catherine Kousmine, par exemple. Et pour signaler, eh bien, il y a 3 catégories de maladies. Les maladies d'élimination, les maladies d'encrassage et les maladies auto-immunes. Et c'est là où il dit les maladies du système HLA. Et en fait, on pourrait rapprocher ça quand même de ce que nous disons en naturopathie, les maladies d'élimination qui sont des maladies aiguës, les maladies d'encrassage qui vont commencer à rencontrer les maladies chroniques et puis les maladies plus de dégénérescence. Et alors, signaler On t'entend plus, Dominique, le micro est coupé. Frédéric, tu es là? On n'a plus de son, on a perdu Dominique.
On a perdu Frédéric aussi. On n'a pas non plus Frédéric. Non, je viens de voir sa vignette, mais il a coupé son micro. Oui, mais il n'y a pas de micro, ouais. Il n'y a pas de son. Est-ce que là, ça réactive? Ah voilà, là, Bien. Oui, Ouais, c'est bon, Frédéric, on t'entend là. Très bien. Et moi, vous m'entendez? oui. Bon, c'est parfait. Voilà. Vas-y, Dominique, reprends ton Donc, les enzymes, en fait, James D'Adamo, pour parler déjà des enzymes, et Seignalé nous dit que ces enzymes sont vraiment adaptées à l'alimentation ancestrale et que l'alimentation moderne contient des substances qui sont incassables, voilà le mot qu'il utilise par nos enzymes, parce que nos enzymes n'ont jamais muté. Donc, ce sont deux approches que j'ai eu envie de comparer, qui se complètent en fait. Alors, pour établir un intestin grêle, vous voyez ce truc avec les participants sur mon écran ou pas? Oui, bien sûr, on le voit. Mais moi, vous voyez mon écran, mais moi j'ai une vignette avec les participants qui se met devant mon écran. Ah. Vous la voyez ou pas? On voit bien le... On voit bien ton... Mais moi, je ne vois plus, c'est ça le problème. Ah. Voilà, ça revient. Bon, je suis obligée de ramener, je suis désolée. Un petit peu de perturbation. Bon, ça va nous faire réviser. Voilà. Très bien. Donc, Seignalé disait ceci, pour rétablir un intestin grêle sain, il est donc logique de revenir à une alimentation proche de celle de nos ancêtres. Maintenant, si j'avais envie de rassembler quelques citations, Hippocrate nous disant que l'aliment soit ta première médecine, Johannes Kuhl, dont je vous ai parlé tout à l'heure, prévenir vaut mieux que guérir, la santé commence dans l'intestin, nous dit Catherine Kousmine, et James D'Adamo, selon notre groupe sanguin, on ne peut pas tout manger, et Seignalé disait l'alimentation est une des branches de l'écologie. Donc, quelle est cette écologie pour notre terre intérieure et pour la terre? Je vais rassembler quelques éléments de comparaison. Eh bien, pour notre terre intérieure, nous avons besoin de temps de repos digestif. La terre, traditionnellement, on utilisait la jachère, c'est-à-dire qu'on la mettait au repos régulièrement. Nous avons besoin de l'eau des fruits, des légumes crus, des fruits et des légumes crus, de l'eau de source. La terre a besoin de la pluie. Nous avons besoin d'une alimentation vivante. La terre a besoin des engrais verts, de ce qu'on appelle aussi les mauvaises herbes. Et puis, c'est pas possible ce truc. Nous avons besoin des aliments lacto-fermentés. Et ces aliments lacto-fermentés, au niveau de la terre, eh bien, c'est le compost. Nous avons besoin d'une alimentation variée selon les saisons. Et au niveau du sol, il y a nécessité d'installer la rotation des cultures. Ensuite, je suis bloquée. Voilà. Ensuite, le mouvement. Le mouvement qui va favoriser aussi le péristaltisme, eh bien, au niveau de la terre, ce sont les vers, les mollusques qui vont créer ce mouvement. Et puis, je dirais que le jardinier, dans son jardin, peut favoriser un mouvement léger sans retourner l'humus, justement, avec ce fameux instrument qu'on appelle la grenillette, plutôt que d'utiliser une bêche qui retourne tout et qui enfouit l'humus. Et puis pensons aussi à Amaroli. Je ne sais pas si tout le monde connaît le nom Amaroli, c'est le fait de boire son urine. Eh bien, la terre, elle a la possibilité aussi d'utiliser une urine végétale que l'on appelle le purin d'ortie. Nous avons nécessité, une obligation, je dirais, pour que tout le métabolisme cellulaire se fasse bien, d'entretenir une chaleur interne autour de 37 degrés. Eh bien, la couverture végétale va être nécessaire pour le sol pour entretenir cette chaleur et favoriser la vie. Et puis, je dirais que pour notre terre intérieure, qu'on peut appeler aussi le deuxième cerveau, ça peut être important de résoudre les conflits au jour le jour.
Est-ce qu'on peut intervenir dans ce sens-là au niveau de la Terre? Eh bien, je dirais oui, que nous avons tout à gagner à parler au végétal, de prévenir des gestes que nous allons faire, prévenir d'une taille, par exemple. Je vais citer un peu plus loin Michelle Smallright, qui est une Américaine et qui a l'habitude de travailler avec les intelligences de la nature et qui a l'habitude de communiquer, de parler avec le végétal. Et elle disait que les intelligences de la nature, un jour, lui ont signalé que lorsqu'on taillait un arbre, il était important de prévenir ce qu'elle appelle les devas des arbres pour que l'énergie de cet arbre soit déplacée sur un autre arbre. Voilà, et moi, c'est quelque chose que je conseille toujours aux gens qui vont abattre, tailler des arbres. C'est une information que j'aime à leur donner. Et puis, donc, être à l'écoute de ce qu'exprime ce deuxième cerveau, c'est-à-dire que s'il y a, par exemple, voilà, des maux de ventre ou une diarrhée, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens quand j'étais enfant, jeune adolescente même, quand j'attendais quelqu'un qui n'arrivait pas et que j'étais dans l'inquiétude, eh bien, j'avais systématiquement la diarrhée. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on va exprimer dans nos propres symptômes, en fait, physiques, des émotions qui ne sont pas toujours verbalisées ou conscientisées. Qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de la Terre? Eh bien, de l'observer et de l'écouter. Un quart d'heure, c'est du temps. T'as mis de la crème, il faut que t'en remettes, parce que t'es chaud là. Il y a un micro là qui circule, j'aimerais bien qu'on le coupe. C'est pas tout ça. Alors, observer, écouter la terre, prendre le temps d'être assis, avant de foncer dans son jardin pour tailler, pour désherber, etc. Qu'est-ce que demande le jardin? Qu'est-ce que demandent les végétaux? Qu'est-ce que demande la terre? Voilà ce que je peux dire. Un peu de littérature, encore une fois, au niveau justement du sol. Eh bien, si je remonte un peu dans le temps, je vais citer Rudolf Steiner, qui faisait des conférences aux agriculteurs. Ça s'appelait le cours aux agriculteurs en 1924. Et pourquoi j'ai mis cette photo des vaches dessus? Eh bien, à l'époque, en 1924, il disait faisons attention à l'alimentation que nous donnons aux animaux et en particulier aux vaches, parce que si on ne leur donne pas l'alimentation dont elles ont besoin, à savoir de l'herbe, eh bien, elles vont devenir folles. C'est quand même intéressant quand on repense que dans les années, je ne sais plus si c'est 80, je crois, où on a parlé de la maladie de la vache folle. Quelqu'un que vous connaissez aussi, Pierre Rabhi, qui a écrit son premier livre du Sahara aux Cévennes. Et Pierre Rabhi, quand il est arrivé d'Algérie, il avait d'abord travaillé en usine à Paris et ensuite, avec sa femme, il avait décidé de partir, de quitter la ville et de partir dans la nature et de cultiver la terre. Il n'avait pas beaucoup d'argent et il avait trouvé une terre très aride dans les Cévennes. Et pour la petite histoire, la banque ne voulait pas lui faire un prêt parce que ces terres étaient considérées comme arides et incultivables. Il a réussi quand même à faire pression, à obtenir son prêt, et puis il en a fait quelque chose de merveilleux, entre autres en nourrissant cette terre du compost. Michelle Smallright, qui est cette américaine dont je vous parlais, qui a créé ce lieu Perelandra et qui a vraiment, ça se situe près de Washington, et qui a l'habitude de travailler, je vous le disais, d'écouter les intelligences de la nature. Alors, une petite anecdote, elle avait observé un jour dans son jardin que les choux étaient couverts de pucerons. Elle se disait, mais c'est pas possible, je ne peux pas commencer à mettre des pesticides, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, à force d'écouter, elle a pris conscience que les pucerons avaient besoin de se nourrir. Et donc, elle raconte ça dans son livre, elle raconte plein d'autres histoires qui sont aussi passionnantes les unes que les autres. Et elle dit ceci, j'ai passé un contrat avec les pucerons et je leur ai dit que le premier shoot de chaque rangée était pour eux.
Et le lendemain, quand elle s'est levée, quand elle est retournée dans son jardin, eh bien, les pucerons étaient sur le premier chou de chaque rangée. Voilà comment elle communique avec la nature. Teruo Iga, il a d'abord écrit il a écrit un livre, Une révolution pour sauver la Terre, et c'est lui qui a fabriqué ce qu'on appelle les EM. Les EM, ce sont des micro-organismes efficients, voilà comment c'est traduit. Et en fait, il a enfermé des bactéries dans des petites céramiques. Et ces céramiques, je vous les montre là sur l'écran, elles sont minuscules, voilà. Elles ont un petit trou au milieu. Et moi, j'utilise ça, je le mets par exemple dans mes bouteilles d'eau pour qu'il n'y ait pas de développement d'algues au niveau des bouteilles. Mais ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que si l'on va, par exemple, je suis allée dans une ferme où il y avait des chevaux et il y avait justement une expérimentation qui était en train de se faire, eh bien, dans l'un des bacs, l'eau était normale, enfin, c'était l'eau de pluie, etc. Et puis dans l'autre, on avait mis les EM. Les chevaux n'allaient boire que cette eau-là. Vous savez que les chevaux ont besoin d'une eau très, très propre, très pure. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience de Teruo Iga, c'est qu'il travaille avec des pays en voie de développement et il favorise l'utilisation donc de ces céramiques qui peuvent être réduites en poudre. Il les utilise comme herbicides, pesticides, etc. C'est-à-dire que les ouvriers, les cultivateurs n'utilisent plus du tout de pesticides et d'herbicides. Voilà. Et donc, il travaille avec beaucoup de pays en voie de développement pour éviter justement toute cette industrie pétrochimique. Maintenant, Anne Lorsch a écrit un livre qui s'appelle « Les micro-organismes efficaces au quotidien ». Elle reprend entre autres les traditions japonaises, le travail de Teruo Iga. Elle montre comment on peut faire un bokashi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une sorte de petit tonneau dans lequel on met les résidus des légumes, toutes les épluchures, et on tasse ça pendant un certain nombre de jours. On remplit ce petit tonneau et on récolte une sorte de jus qui va servir en fait d'engrais pour le jardin, pour même les plantes que nous avons dans nos maisons et dans nos appartements. Donc elle fait tout un travail très intéressant autour je dirais, du jardin et de la cuisine. Et puis, j'ai rajouté le livre de Jacques Kapla, qui est un ingénieur agronome qui fait beaucoup de conférences partout en France et même dans le monde. Et lui, il montre combien la Terre est capable, même à notre époque, de nourrir toute la population mondiale à condition que l'on change d'agriculture. Son livre n'est pas très, très gros, mais il est vraiment passionnant et je trouve que ça renforce peut-être nos certitudes dans, je dirais, d'une part par rapport à l'erreur qui s'est répandue par rapport à l'agriculture, et puis de retrouver de la confiance que le changement est possible. Donc, il y a une complémentarité pour prendre soin de la terre et pour prendre soin de notre intestin. Et je reviens sur cette approche quadripartite. Et donc, je dirais que je poserai la question, qu'est-ce que la nature peut apporter à l'homme? Et cette approche-là, elle m'est importante pour nous, naturopathes, parce que je suis désolée, il y a eu une intervention du laboratoire COPMED juste avant, mais malgré tout, je pense que nous avons à être vigilants. Nous avons, en tant que naturopathes, actuellement à être vigilants pour préserver, d'une part, notre indépendance par rapport au laboratoire, et puis de retrouver le bon sens de tout ce que la nature peut nous apporter avant d'aller chercher, sous forme de gélules ou d'autres, une complémentarité qui peut être remplacé par quelque chose de simple. Donc, au niveau de la terre,
j'arrive plus à avancer. Je suis bloquée. Décidément, aujourd'hui, ma conférence est interrompue. On t'entend très bien, Dominique. Donc, oui, si jamais tu as un petit problème sur tes slides, voilà, bon, ça marche. Donc, au niveau de la terre, eh bien, pensons à l'argile et tout ce que l'on peut faire avec l'argile. L'argile verte sur fine, par voie interne, et puis l'argile verte même en externe, en cataplasme. Au niveau du végétal, eh bien, nous avons toutes les simples. J'ai entendu tout à l'heure une herboriste là, qui intervenait, et je pense que l'herboristerie peut nous offrir vraiment beaucoup de remèdes. Et cette herboristerie, on peut déjà la créer dans nos propres cuisines en récoltant des plantes séchées et en faisant des tisanes. J'aurais pu ajouter avec les simples les algues aussi, qui font partie du végétal. Et puis, au niveau de l'animal, eh bien, pensons à toutes les ressources que nous apportent les abeilles, en fait. Les abeilles qui vont nous procurer du miel, qui va être riche en oligo-éléments, même certaines vitamines, comme les vitamines B, les vitamines C. Le miel qui peut être utilisé pour l'intestin, certains miels, comme le miel d'acacia, le miel de romarin. J'ai même découvert qu'il y avait un miel de bourdaine. Les abeilles qui nous procurent aussi le pollen, qui est riche en fibres, en protéines, en sélénium, en acides aminés. Et puis la gelée royale avec un certain nombre de vitamines aussi, vitamine A, vitamine C, vitamine B, et puis même un peu de vitamine D, le potassium, des minéraux et des antioxydants. Et on pourrait dire que la gelée royale contribue largement à soutenir notre système immunitaire. Et puis la propolis qui est un grand anti-infectieux. Et alors il y a différentes propolis, la plupart du temps on utilise la propolis brune, mais il y a aussi la propolis verte du Brésil qui est utilisée comme anti-cancéreux. Donc on voit quand même qu'entre l'argile, les simples, les abeilles, nous avons énormément déjà de ressources, d'outils, je pourrais dire, pour œuvrer en tant que naturopathe. Et alors, qu'est-ce que la nature nous propose aussi, qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme dont il peut se nourrir? Eh bien, je dirais c'est la beauté. Voilà. Cette beauté avec ses couleurs lorsqu'on se promène dans la nature, qui est d'une richesse extraordinaire et je pense qu'il vient nourrir l'âme de l'être humain. Mais il y a un retour. La nature nous donne. Et qu'est-ce que l'homme va apporter en fait à la nature? Eh bien, je dirais qu'au niveau spirituel, l'homme peut apporter son émerveillement, son amour de la nature. Elle a besoin de sentir que l'on est présent et qu'on se nourrit de cette beauté. Il va apporter son intelligence. Il a besoin, l'homme, d'observer la nature, de l'écouter. Et associé à cette intelligence, il va y mettre toute son énergie pour être capable ensuite d'agir au sein de la nature. Donc voilà, je dirais, cette complémentarité et cette réciprocité qui, pour moi, est presque un devoir. J'avais trouvé cette citation une fois, il ne s'agit pas de parler tant d'idées, donc c'est pour ça que je l'ai écrit en bleu, on est là au niveau de l'intelligence, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du monde. Donc, vous voyez que l'homme peut utiliser toutes ses qualités pour agir au sein de la nature. Maintenant, je vous ai montré que la nature nous propose bien, un certain nombre de produits, je vais dire entre guillemets, l'argile, les simples, les produits issus de la ruche, mais la nature, elle nous donne aussi un certain nombre d'éléments que l'homme sait recueillir maintenant. On parle beaucoup à notre époque d'information. On va parler de l'eau qui véhicule une information, et ça c'est quelque chose que l'on sait depuis très longtemps. Si je remonte à Hildegard de Bingen au XIIe siècle, à Paracels au XVIe siècle, eh bien, tous les deux ont parlé de la rosée de la plante qui véhiculait toute l'information de la plante.
Goethe en a parlé aussi, Rudolf Steiner aussi, et puis finalement, Édouard Bach, quand il a élaboré ses élixirs, qu'est-ce qu'il fait, ni plus ni moins, qu'est-ce qu'il propose? C'est que d'utiliser la lumière, le soleil, pour transporter, je veux dire, pour transférer, le mot serait plus juste, l'information de la plante à l'eau qui recueille ces plantes. L'information, c'est un terme actuellement qui est beaucoup utilisé. Tous ceux qui travaillent sur l'eau en parlent aussi, que ce soit Benveniste, que ce soit Marc-Henri, que ce soit même Luc Montagnier en parlait. Donc voilà. Mais cette information, dans l'élaboration des élixirs floraux, c'est relativement facile à transmettre grâce au soleil et l'eau qui recueille. Mais on va s'apercevoir qu'il existe d'autres élixirs que les élixirs floraux. Et actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de capter l'information que des éléments naturels nous proposent et de les transférer à l'eau. Et c'est comme ça que l'on va avoir au niveau de la Terre, eh bien, des élixirs de minéraux, des élixirs de pierres précieuses. Nous avons au niveau du végétal, bien sûr, les élixirs des fleurs que nous connaissons. Nous avons au niveau de l'animal des élixirs d'abeilles. Il y a une personne en Suisse qui est entrée dans notre fédération qui s'appelle Brigitte Dorzas-D'Alezo et qui fait qui collabore avec les abeilles et qui transfère donc à l'eau toutes les informations apportées par les abeilles. Mais d'autres comme Vincent Belbèze en Amazonie ou Andreas Corté qui est allemand mais qui travaille aussi en Amazonie et dans d'autres régions du monde vont élaborer des élixirs de dauphins par exemple. Et puis, au niveau de l'homme, je dirais au niveau spirituel, c'est l'homme qui profite de toute cette lumière, eh bien, on va penser aux élixirs d'orchidées épiphytes. Qu'est-ce que ça veut dire les orchidées épiphytes? Ce ne sont pas les orchidées qui s'enracinent dans le sol, ce sont les orchidées qui sont vraiment tout en haut de ces grands arbres d'Amazonie qui vont ancrer leurs racines dans les branches des arbres pour capter le maximum de lumière. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très intéressant à notre époque de voir qu'il y a aussi, pour agir sur nos états émotionnels, pour agir donc sur notre deuxième cerveau, bien sûr, puisque c'est le sujet du jour, mais aussi comme outil d'évolution, eh bien, la nature, elle donne gratuitement, elle transmet gratuitement son information. Je vais conclure après voilà, vous avoir expliqué tout cela en disant, si j'arrive, voilà, ça me paraît important de redonner à la nature sa place dans l'agriculture. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans un monde de technicité, dans un monde chimique qui fait qu'on se demande si on travaille vraiment encore avec cette dimension naturelle. Mais et la nature, redonner à la nature sa place aussi dans la santé. Soyons vigilants pour ne pas soigner uniquement avec un contenu plus ou moins naturel ou plus ou moins chimique de remèdes qui sont soi-disant naturels. Voilà. Là, pour moi, il y a une grande vigilance à avoir. Et puis, j'aurais envie de dire, pour terminer, que la nature prend soin de nous et que, bien sûr, nous avons à prendre soin d'elle et au-delà de ça, nous avons peut-être aussi à être à son service. Voilà. Un grand merci, Dominique, pour cette magnifique intervention, cette conférence passionnante qui vraiment, cet esprit de synthèse que tu as de venir les différents plans de l'être et puis quelque part qui résume bien cette conférence, la philosophie de l'école ISUPNAT. Donc vraiment, un grand merci.